Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aix-en-Provence pour cette deuxième édition du JT. Je serai aujourd'hui accompagné de 3 chroniqueurs, Julie, Audrey et Quentin. Bonjour à vous. Bonjour. Les titres du JT de ce vendredi 15 novembre. Petite chronique internationale avec Julie qui refera un point sur la situation en Bolivie. Chronique historique avec Audrey qui reviendra sur les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Chronique culture avec Quentin et la sortie du film français Basta Capital. Et ensuite retour en France avec la question de la précarité étudiante. Julie, bonjour. Bonjour. On va revenir sur la situation politique en Bolivie. En effet, dimanche 10 novembre dernier, un coup d'État a eu lieu en Bolivie. L'armée et la police réclament alors le départ du président actuel Evo Morales, qui démissionne dans la foulée et qui est contraint de fuir son pays. Evo Morales fut réélu le 20 octobre 2019 pour un 4e mandat. Mais les États-Unis et l'opposition l'ont accusé d'avoir truqué les élections. L'opposition ne reconnaît en effet pas les élections présidentielles remportées dès le premier tour par Evo Morales. Il est élu pour la première fois en 2006. Il est le premier président autochtone bolivien et affirme vouloir lutter contre le libéralisme et l'impérialisme américain. Il a mené en 13 ans une politique de redistribution sociale pour les plus défavorisés. En effet, ces 13 dernières années, le taux de pauvreté est passé de 38% à 15%. Il a dû également faire face à plusieurs coups d'État menés par les États-Unis qui ont tous échoué grâce au fort soutien populaire qui l'entoure. Mais aujourd'hui, sa popularité s'est érodée. La nouvelle classe moyenne veut un gouvernement plus libéral, les ressources du pays comme le lithium sont de plus en plus convoitées et les indigènes ne sont plus satisfaits de ces mesures sociales. Les actions violentes contre les soutiens de Morales se sont multipliées. La maison du président a été saccagée et celle de sa sœur incendiée. Faute de soutien international, Evo Morales risque d'être emprisonné et l'extrême droite néolibérale risque de reprendre le pouvoir en Bolivie. On peut donc remettre en question la pérennité du régime démocratique bolivien et craindre, comme après de nombreux coups d'État en Amérique latine, la remise en place d'un régime autoritaire et répressif. Merci Julie pour ce retour à l'international en Bolivie. Maintenant, petit point historique avec Audrey. Bonjour. Bonjour. Donc, le 9 novembre 2019 marque la date anniversaire des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Ce qui est l'occasion pour nous de faire un petit retour historique avant d'évoquer les commémorations de la semaine dernière. Tout commence en 1945, après la défaite de l'Allemagne nazie. Les alliés occidentaux, États-Unis, Grande-Bretagne et France, se partagent la moitié ouest de l'Allemagne. La partie est, elle, est placée sous influence soviétique. L'URSS est alors dirigée d'une main de fer par Staline. Les Occidentaux refusent de céder Berlin-Ouest à Moscou et soutiennent même cette enclave occidentale en RDA par un pont aérien pendant près de 11 mois, en réponse au blocus mis en place par Staline. Ensuite, en 1949, sont créés d'abord l'État ouest allemand, la RFA, puis la RDA, quelques mois plus tard. Le régime est-allemand est plus répressif. Plus de 2 millions de citoyens tentent de le fuir en passant à l'ouest, quitte à sauter au-dessus des barbelés ou à se faire tirer dessus. C'est pour indiquer ces départs qu'en 1961, les autorités est-allemandes construisent un mur à Berlin. Au début, ce sont des barbelés, une séparation de 155 km de long sous haute protection qui encercle la moitié ouest de la ville. Quelques semaines plus tard, elle est renforcée par un mur en béton de 3,5 mètres de haut, piégé par des mines et surplombé de miradors. Ce mur a ainsi séparé durant plus de 28 ans Berlinois de l'Est et Berlinois de l'Ouest, ce qui a causé la séparation de plein de familles qui ne se sont pas vues pendant plus de 28 ans. Jusqu'à ce soir de novembre 1989, quand des centaines de milliers de Berlinois de l'Est prennent d'assaut le mur et en viennent à bout en criant « Nous sommes un peuple, nous sommes le peuple ». Ainsi, pour célébrer les 30 ans de cet événement majeur dans l'histoire, plusieurs documentaires ont été diffusés. Mais c'est le vendredi 9 novembre qui a marqué le temps fort des commémorations. En Allemagne, plusieurs dirigeants européens étaient présents pour l'occasion. Parmi ces derniers, le président de la Pologne, Hongrie, Slovaquie et République tchèque. Au-delà des chefs d'État présents lors de la cérémonie, l'événement a rassemblé des milliers de personnes. Cependant, la cérémonie fut très sobre si on la compare à celle des 20 ans. Donc on peut dire que les 30 ans de la chute du mur de Berlin ont bien été célébrés, mais plus modestement du fait du climat politique en Allemagne tendu et plus généralement à l'échelle internationale. Merci. Merci Audrey pour ce retour historique. Maintenant, point culture avec Quentin sur la sortie du film français Basta Capital. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors aussi du jour au lendemain, tous les patrons du CAC 40, de Bernard Arnault, Alexandre Bompard à Vincent Bolloré, se faisaient kidnapper par un groupe d'activistes
et que suite à cela, le président Emmanuel Macron déclarerait l'état d'urgence sociale, prônant solidarité, entraide et fin du capitalisme. C'est effectivement le scénario plutôt utopique du prochain long-métrage Basta Capital, réalisé par Pierre Zellner, projeté dans les salles à partir du 22 janvier 2020. Ce film retrace l'histoire d'une opération coup de poing menée par Bart, Lisa, Edgar, Inès, Archie et Genjo, après que l'un des leurs a été tué par les forces de l'ordre lors d'une manifestation à Bure. Ce groupe d'activistes va faire expérimenter aux plus grandes fortunes de France la vie qu'ils imposent au quotidien à leurs salariés. Lever à 7 heures, activités manuelles, lourds efforts physiques et répétés, tâches ménagères, etc. Sans tomber dans une approche manichéenne avec d'un côté les méchants riches et de l'autre côté les gentils pauvres, ce film est teinté d'un réalisme du début jusqu'à la fin, avec des scènes qui redonnent de l'espoir. Basta Capital vise avant tout à mettre en évidence les bouleversements sociaux engendrés par de lourds changements politiques sur une courte période. Le film de Pierre Zellner est loin d'être coupé de l'actualité, puisque la mort du manifestant à Bure peut rappeler, non sans amertume, la disparition de Steve à Nantes le 22 janvier 2019, ou encore la mort de Rémi Fraisse durant les protestations contre le barrage de Civenne en 2014. Dans un monde où la répression policière atteint des sommets, particulièrement au pays des droits de l'homme, où les forces de l'ordre tirent au LBD et utilisent des grenades remplies de cyanure, Pierre Zellner redonne de l'essence en l'acte citoyen de résistance. De plus, d'après les récents rapports de l'association Oxfam, les 26 personnes les plus riches possèdent désormais autant que les 3,6 milliards les plus pauvres, qui vivent, eux, avec 5 $ par jour. Même scénario en France, où les milliardaires français s'enrichissent le plus, avec une augmentation de 76 milliards en 2019, soit 35%. Face à cela, le gouvernement essaie de faire entrer en vigueur des réformes sur le chômage et la retraite, qui visent à précariser encore plus les individus les plus démunis. Face au statu quo politico-économique, political, social et économique de la plupart des démocraties représentatives, les peuples se sont soulevés, que ce soit à Hong Kong, où la police tire à balles réelles, en Équateur ou au Liban, et ont investi les rues pour y crier haut et fort leur ras-le-bol. Basta Capital s'inscrit donc dans une résistance mondiale qui s'affirme face à un système écocide, inégalitaire, apathique et mondialisé. Merci Quentin pour ce point culture et rendez-vous dans les salles de cinéma. C'est ça. Allez-y. Retour en France maintenant, et la question de la précarité étudiante revient sur le devant de la scène politique, médiatique, publique. Elle s'est imposée tristement après l'immolation d'un jeune étudiant à Lyon devant un bâtiment du Crous vendredi dernier. Le jeune homme a actuellement le corps brûlé à 90% et se trouve toujours entre la vie et la mort. Ce geste désespéré se révèle être un énième appel au secours. Depuis vendredi dernier, de nombreux rassemblements étudiants ont lieu dans une quarantaine de villes de France. En parallèle, des manifestants ont empêché François Hollande de tenir une conférence mardi soir à Lille, tandis qu'un groupe s'est introduit et s'est précipité à l'intérieur du ministère de l'Enseignement supérieur à Paris après avoir forcé les grilles. Malgré un silence assourdissant du gouvernement, depuis près d'une semaine, certains ministres ont pris la parole, refusant la qualification d'acte politique. En réalité, cet acte peut dès lors être qualifié d'acte politique lorsque l'on regarde plus précisément les raisons qui ont poussé à l'acte de l'immolation. Le jeune étudiant, accuse directement et explicitement le président de la République Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy ainsi que l'Union européenne de, je cite, l'avoir tué. Ce message est d'autant plus assourdissant lorsque l'on repense à la baisse des APL, des aides au logement, qui ont été décidées à peine 3 mois après l'élection d'Emmanuel Macron, ainsi qu'à la fameuse citation de celui-ci concernant les aides sociales qui coûteraient un pognon de dingue. Son message se termine par un Vive la Sécu qui prend alors tout son sens, lorsque l'on sait que près de 20% des étudiants français vivent sous le seuil de pauvreté dans la 6e puissance économique mondiale, et que le coût de la vie étudiante en France ne fait qu'augmenter de manière constante depuis près de 10 ans. Dès lors, les organisations étudiantes appellent à se joindre à la manifestation du 5 décembre, date lors de laquelle est déjà prévue une large manifestation et mobilisation contre l'actuelle réforme des retraites décidée par le gouvernement. C'est donc la fin de ce JT. Merci à vous. Merci pour ces éclairages de l'actualité. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro la semaine prochaine. À bientôt sur la chaîne Air-Provence.